Vous avez évoqué les capacités cognitives, malheureusement, parfois réduites des patients. Comment peuvent-ils être acteurs? Comment vous pouvez obtenir leur participation active, sachant qu'ils peuvent avoir malheureusement pas une totale maîtrise? Pour les patients qui ont des capacités cognitives réduites, ils sont soit institutionnalisés et s'ils ne le sont pas, ils ont des familles qui s'en occupent autour. Donc, quand je parlais de patients, dans ce cas-là, c'est pas forcément directement avec les patients qu'on avait affaire. Là où tous les patients ont participé, c'est leur consentement et on considère que, à moins que la personne soit vraiment dans un état délirant, un patient, par exemple, Alzheimer, il est quand même capable de dire ce qu'il veut et ce qu'il veut pas, ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. Donc on avait quand même considéré leur consentement, mais l'application, elle est plutôt développée. Quand on fait de la recherche sur les plaies, nous on travaille beaucoup avec des diabétiques, donc c'est aussi une autre génération. Et puis il y a aussi beaucoup de gens à domicile, on a beaucoup de familles qui font eux-mêmes le changement de pansement, donc qui sont en fait déjà impliqués et c'est plutôt pour eux. D'accord. D'autres questions dans la salle? Oui, j'imaginais bien qu'il y en avait. Oui, une réponse à ma question. On imaginait qu'en Suisse, il n'y avait pas la personne de confiance, peut-être? Parce que nous, la personne de confiance, elle nous sert beaucoup, justement, quand il n'y a pas de possibilité de communiquer avec un patient Alzheimer, par exemple. En Suisse, c'est extrêmement cadré. Ou la tutelle. Oui, exactement. Non, soit c'est un membre de la famille qui est reconnu comme répondant, mais il est un répondant légal, donc il a vraiment des droits égaux que celui de la tutelle, ou bien alors c'est des travailleurs sociaux en fait. Il y a tout le temps quelqu'un qui répond pour tous les patients. Mais le seul problème qu'on avait, c'est pas que cette personne n'existe pas, mais mettre la main sur les travailleurs sociaux pour leur faire signer un papier au téléphone, on peut les avoir, mais amenez-les dans votre EHPAD et faites-leur signer les papiers. Les familles qui viennent principalement le week-end et qu'on rencontre pas parce qu'on est là en semaine. Donc il y avait des familles qui habitaient dans d'autres pays. On avait ça aussi. Donc nous, on les fait signer normalement à l'entrée. Donc ce qui permet, dès qu'il y a une entrée, de régler le problème de la personne de confiance déjà, et d'avoir s'il y a un droit à l'image, s'il y a un droit pour des études de consentement éclairé. Voilà. Donc c'est fait un peu en amont. Oui, vous nous avez montré... Non, bien sûr. Donc toute l'élaboration préalable à la construction de ce projet, mais j'ai l'impression quand même qu'une bonne partie de votre réflexion tourne autour de l'identification des obstacles et de la levée des obstacles. Finalement, vous vous êtes heurté quand même à un certain nombre de problèmes que vous avez dû résoudre à différents niveaux d'élaboration. Est-ce que c'est finalement le défi des startups ? Oui, je pense que c'est le plus grand défi qu'on a, c'est vraiment un défi d'infrastructure. Ça veut dire que nous, dans les startups, on suit, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on colle à la technologie, donc on est toujours un peu plus rapide. Et puis, on doit un peu poireauter jusqu'à que les choses se fassent. Donc, on a un délai, ça c'est le premier défi. Et puis, on a un problème de confiance. On a un vrai problème de confiance d'un certain type d'industrie très classique qui veut pas prendre des risques, et puis quand ils prennent des risques avec les startups, c'est que pour les engloutir. Donc ça veut dire que soit on se laisse avaler par un plus grand, puis en fait on disparaît en tant que startup, et puis le dynamisme qui nous caractérise disparaît aussi, ou bien alors on est mis de côté. C'est vrai on peut pas mettre toute l'industrie comme ça, mais c'est vrai qu'il y a on a des petits problèmes et que ça limite le déploiement de solutions qui sont en fait, du point de vue technologique ou du point de vue réglementaire, qui sont déjà au point et qui sont prêtes à être déployées. D'autres questions? On fatigue. D'autres questions dans la salle?
Madame, oui. Une petite dernière question, une observation. Oui, finalement, la question que je me pose sur votre projet, c'est quelle relation vous avez avec les médecins qui s'occupent de ces patients? Quelle relation on a... Qu'est-ce que vous faites de ces données? Elles sont pour de la recherche pure ou elles sont utilisables ou utilisées par le médecin du patient? Non, aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai commencé. Moi, je crois qu'on est encore au niveau de la recherche. Personnellement, c'est un avis très personnel parce que je parle du cas particulier du traitement des plaies. Nous, on travaille par exemple, on collecte des images, on ne sait pas encore bien les analyser. C'est pour ça qu'on travaille avec l'école polytechnique où on est en train de développer des autres facteurs prédictifs. Donc, on pense qu'il y a encore un peu de travail de recherche. Par contre, nous, on a 2000 utilisateurs de cette application, donc on travaille très bien avec eux. Moi, je suis médecin moi-même, et oui, il y a quand même toute une catégorie de médecins qui sont à la recherche de solutions, qui sont extrêmement téméraires, et puis qui essayent. Donc, nous, on a plutôt des bonnes relations avec les professionnels de santé. Bon, on a des relations qu'avec ceux qui s'intéressent à ce qu'on fait, donc ça facilite un peu. Comment vous financez tout ça? Vous avez réussi à lever des fonds? J'ai peut-être pas bien suivi, mais non, ça a l'air d'être une belle équipe. Non, nous, on fait tout par nous-mêmes parce qu'on trouve qu'on a besoin d'être indépendant et que nos contacts avec le capital risque, ça nous a pas intéressés parce que on trouve que c'est beaucoup trop contraignant et puis que les intervenants n'ont pas assez de compétences dans le domaine qui nous intéresse. Avec le risque, ils ont tendance à vouloir nous amener dans des domaines qui ne sont pas ceux que nous, on a considérés comme prioritaires. Donc nous, on travaille plus avec des partenaires qu'avec des investisseurs. On a investi que notre argent. Moi, j'ai beaucoup apprécié le fait que vous disiez en préambule que vous avez une idée de 50% médecins, 50% technologie. Je trouve que souvent, les produits, entre guillemets, de la nouvelle technologie, d'éthique, sont souvent initiés par les industriels. Et souvent, il y a un décalage avec les besoins dont on a parlé déjà dans la journée. Je trouve que c'est une très bonne ligne de conduite de vouloir au moins qu'il y ait 50-50. Et je pense que ça répond aussi en partie à la question de la dame derrière vous. Je pense que cette application, elle a été développée parce que moi, je viens du traitement des plaies et en fait, j'ai répondu à ma propre problématique. Et je crois que c'est ça qui facilite notre travail avec les professionnels de santé. Ça veut dire qu'on connaît quels sont les points, on connaît les problèmes et peut-être que ça fait aussi une différence. Et la dernière remarque Oui, non, c'est juste sur le plan des plaies. Nous, on travaille avec un centre plaies qui est pas loin qui est à Nice. Mais vous vouliez, en fait, votre outil, c'est un classifieur, c'est un peu un classifieur dermato de plaies, c'est ça, en fait? Non, pas du tout. Parce que, comme vous disiez, que vous vouliez préciser et analyser les images? Non, notre outil, c'est un outil qui permet la détection précoce des complications, c'est-à-dire qu'on a ce facteur prédictif qui est la taille et en fait nous on travaille sur la mesure de la taille et en plus on la reproduit graphiquement, on reproduit son évolution. En plus de ça, on collecte d'autres paramètres, 12 autres paramètres avec lesquels on calcule un score. Et puis, en fait, on permet aux professionnels de santé d'évaluer l'évolution d'une part de ce score et d'autre part de la taille. Et puis, sur la base de ça, on fournit aussi des recommandations cliniques. Donc, c'est plutôt un outil de décision et en même temps, c'est aussi un outil de documentation. En fonction de la cause, enfin des causes de la physiopathologie? Non, pas en fonction de la physiopathologie, en fonction de la description. Donc c'est symptomatique. Ça veut dire qu'on analyse 12 paramètres comme la nécrose, l'exsudation, la granulation. Donc c'est quelque chose de symptomatique. Et on espère que dans 5 ans, on reviendra et puis qu'on aura un travail étiologique. Mais là, on est encore sur quelque chose de symptomatique. Je pense que vous allez poursuivre la soirée ensemble tous les deux, c'est indéniable. Merci beaucoup, merci infiniment pour votre présentation.